Elle est culottée, sensée, maligne, talentueuse, forte, libre, ambitieuse, puissante. La parole RH. On ne vous la donne pas, vous la prenez. Le podcast 100% RH, 100% féminin de Laetitia Robert, cofondatrice de Fox RH. Bonjour à tous, c'est Laetitia. Bienvenue dans mon podcast 100% RH, 100% féminin. Et avec nous aujourd'hui, nous avons Grace. Bonjour Grace. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir. Je suis ravie d'être là. On est ravis de t'avoir dans nos locaux. Oui, Le trajet s'est bien passé? Oui, super. Je suis bien arrivée sous la pluie de novembre, donc ça fait un petit réchauffement pour la journée. Voilà. Et écoute, en tout cas, merci d'avoir fait la route jusqu'à nous. Du coup, aujourd'hui, donc nous voyons pour échanger sur la question d'être une femme DRH. Et pour ce faire, était-il possible de nous parler de ton parcours en quelques minutes? Oui, donc moi j'ai découvert les RH un peu par hasard, juste après mon arrivée en France, d'où le petit accent, je suis britannique de base, wow. Voilà, je l'ai dit tout de suite. Donc j'ai fini mes études en Angleterre et je suis venue en France et j'ai un peu découvert ça et je suis vite tombée amoureuse de ce métier. Et puis un master et pas mal d'années plus tard, j'ai travaillé surtout dans les médias et dans la tech avec une passion spéciale pour le recrutement et pour la structuration de la fonction RH dans les boîtes à forte croissance. Et du coup, j'ai fondé cette année le collectif RH avec mon associé Jérôme, qui est un petit cabinet spécialisé vraiment pour l'accompagnement de ce type de boîte pour ces enjeux qui sont vraiment centrales à leur croissance et à leur réussite. D'accord, ok, c'est un beau challenge. Et c'est sorti, la boîte a été créée quand? Oui, en septembre. D'accord, ok. Oui, c'est vraiment très récent. Voilà, je me lance un nouveau défi, oui. Non, c'est super. Et ça va, ça te plaît? Oui, j'adore. Donc, tu me donneras des tips sur être entrepreneuse femme aussi. C'est ça, avec plaisir, avec plaisir. Et du coup, dans la même lignée, aujourd'hui, donc tu es RH, tu es entrepreneuse aussi depuis peu. Être une femme RH, c'est quoi pour toi? Pour moi, c'est vraiment une fonction qui est assez mal comprise, mais qui est très stratégique à la réussite de l'entreprise. Donc pour moi, c'est plein de choses en fait. On est vraiment du jour au jour psychologue, juriste, marketeur. Enfin voilà, on s'ennuie pas, ça c'est sûr. Donc on est vraiment plein de choses. C'est un métier qui est hyper polyvalent pour moi. D'accord. Et aujourd'hui, ajouter cette dimension entrepreneuriale, est-ce que ça te donne encore un spectre différent du métier? Je pense que oui, parce que c'est vrai que là, du coup, quand on commence à avoir quelques clients arriver dans des boîtes, il faut très vite comprendre les enjeux. Donc, c'est tout ce que j'aurais fait dans une période d'essai. Ça, c'est assez accéléré, mais c'est trop cool. J'adore ça. Donc, oui, ça rajoute un niveau de complexité, mais c'est ce que j'adore faire. Donc tout va bien. Parfait. C'est vrai que là j'ai dit RH, mais bon aujourd'hui tu es de DRH, voilà. Et pour toi accéder justement à la plus haute fonction des RH, qui est donc celle d'être directrice des ressources humaines. Est-ce que ça a été difficile pour toi? Est-ce que tu peux nous partager un petit peu ton ressenti par rapport à ça? Oui, c'est vrai que moi, j'ai bossé surtout dans des assez petites structures où j'ai pas vraiment senti de frein par rapport à ça. J'ai fait par contre... même pas un an, parce que j'ai pas tenu un an chez Engie dans le CAC 40. Et là, par contre, c'était pas du tout pareil. C'était un autre univers. Et là, je sentais vraiment que ça allait être vraiment très compliqué au niveau de ma personnalité, mais aussi vraiment parce que c'est un milieu très industriel où je pense que c'est beaucoup plus compliqué de vraiment avoir une progression sur les très hautes fonctions dans ce milieu-là. Ouais. Et tu penses que cette difficulté est globale, c'est organisationnel, ou est-ce que le fait d'être une femme RH peut être d'autant plus... est-ce que ça peut appuyer encore cette difficulté? Oui, je pense qu'il y a sûrement le double enjeu qui est que parfois, on appelle ça souvent en anglais un glass escalator, qui est qu'une fonction qui est perçue comme être très féminine, donc on peut peut-être parler des RH ou de marketing aussi. Souvent en fait des hommes qui rentrent dans ces milieux, ils ont en fait un boost de carrière parce que c'est un effet un peu bizarre où on leur donne d'autant plus de légitimité. Et je pense que c'est un effet qui est exagéré dans le CAC 40 où de base c'est
souvent des entreprises avec beaucoup d'enjeux de relations sociales, donc assez industrielles, assez techniques. Le cœur de métier est souvent assez technique aussi. Où du coup, je pense qu'on a, peut-être historiquement aussi, plus de mal aussi à s'imposer et à être écoutée, à être prise au sérieux aussi, parce que justement c'est perçu comme être pas très féminin, pas très facile. Donc je sais pas, hein, c'est vraiment une pensée que j'ai eue quand j'étais là-bas, mais oui. Oui. Et je rebondis sur ce que tu disais à l'instant, le fait d'avoir une équipe féminine et d'avoir un homme peut lui permettre de booster sa carrière. Est-ce que tu dirais que l'inverse peut se vérifier? Que une équipe d'hommes, il y a une femme ou deux dans cette équipe. Est-ce que ça peut booster la carrière d'une femme selon toi? Je suis pas, je sais pas. Je pense que peut-être, j'ai jamais vraiment pensé, j'ai pas vu beaucoup d'études sur ça, alors que justement le Glass Escalator, c'est un effet qu'on constate dans pas mal de milieux, même la santé par exemple, ou l'éducation. Donc j'aurais pas trop de réponses concrètes, mais bon, espérons. Tant qu'à faire, si on peut en tirer profit, ça peut être pas mal. Ok, on va enchaîner sur cette partie maternité, puisque c'est un sujet que l'on aime bien. On aime bien parler de ça. Et selon toi, est-ce que tu penses que mêler carrière RH au féminin et maternité, c'est quelque chose de possible? C'est une question qui commence à me parler beaucoup, donc je pense que c'est super qu'on parle de ça. N'ayant pas encore d'enfant, je suis un peu traumatisée par l'idée, donc justement parce que je pense que, je constate en tout cas personnellement que c'est très difficile. C'est complètement possible de mélanger, mais bien et le faire facilement, je pense que c'est vraiment un gros challenge. Donc on peut, je pense ne pas ignorer statistiquement la grosse chute après un congé maternité, après le fait d'avoir des enfants, on le constate statistiquement, il est là, la gender pay gap. On n'en parle pas trop du fait que c'est pas autant entre les hommes et les femmes, c'est entre les hommes, les femmes et les femmes qui sont mères. C'est vraiment cette différence-là. Il y a d'ailleurs un très bon épisode de Explained sur Netflix qui entre beaucoup en détail, que je recommande vivement. Donc je pense que le mener bien et facilement, c'est pas évident et je pense que c'est hyper important qu'on en parle. Pour moi, il y a plusieurs facteurs. Donc l'État, je crois même pas qu'on est autant en 2021 avec, on ne parle pas de congés de parentalité qui sont égalitaires et obligatoires. Si on ne fait pas ça, on n'aura juste pas assez avancé. Il y a les entreprises et je suis super contente de voir que c'est un sujet qui est de plus en plus parlé. J'ai hâte de lire le guide Parental Challenge qui va sortir, je crois, bientôt par Haigo Essence et Judith Akian. Ça a l'air super. Donc, j'ai très hâte de lire toutes les best practices qu'on peut mettre en œuvre dans les entreprises. C'est clairement hyper important. Mais je pense que aussi, il faut qu'on parle aussi de ce qui se passe chez nous. Dans nos couples et je sais que ça va pas forcément plaire parce que souvent quand je dis ça à mes amis hommes ils me prennent pour complètement une folle, mais je pense qu'on parle pas assez de ce qui se passe à la maison. Et les études sont là encore une fois, je les ai lues quasiment tous, je pense. Donc la grosse charge de travail et surtout la charge mentale, elle est assumée par les femmes encore aujourd'hui dans des couples qu'on croit très modernes. En fait, finalement, on va constater que l'homme est allé faire les courses, mais qui a fait la liste de courses? C'est souvent la mère. En tout cas, dans les couples hétéros, aujourd'hui. Donc, comment résoudre ça? J'y ai beaucoup pensé. Conversation par conversation, je pense que c'est un challenge qu'on doit mener tous toutes dans nos vies quotidiennes. Et puis c'est pas forcément un problème d'avoir une répartition des rôles comme ça. La famille est extrêmement importante, donc que quelqu'un sacrifie entre guillemets leur carrière pour la famille, c'est pas un problème, mais il faut que ce soit discuté et ce soit pas juste un automatisme de genre. Et puis moi j'ai un très bon livre à conseiller qui s'appelle Fair Play. Qui en fait c'est par une américaine qui dans sa vie a inventé un système où en fait du coup c'est pour faire une répartition aussi de la charge mentale. Moi je compte le jour où peut-être ça arrive clairement mettre ça en œuvre dans ma vie, donc si ça peut être d'utilité. Et puis je pense que finalement on a un peu dans notre imaginaire collectif
dans nos têtes et dans les histoires qu'on raconte. On laisse beaucoup plus de place dans nos histoires et dans notre méthodologie moderne, en fait, aux pères. On leur laisse la possibilité identitaire d'être père et d'être plein d'autres choses. Oui. Alors que souvent, on va limiter une femme, quand elle devient mère, elle est juste mère. Et je pense que c'est trop triste déjà, parce que les femmes sont incroyables et les mères encore, voilà, c'est trop inspirant. J'ai lu une citation sur Internet que je trouve hyper intéressante, qui dit que l'une des idées les plus nocives qu'on perpétue, c'est vraiment cette idée qu'une femme, une fois qu'une femme a un enfant, elle arrête d'être une femme et c'est attendu d'elle qu'elle dédique son existence entière à ses enfants. Alors que, on ne demande pas du tout ça à un père. Et je pense que même juste déjà avoir cette confiance, moi j'essaie vraiment de m'ouvrir l'esprit en me questionnant même sur ma propre relation avec ma mère, de vraiment, quand on se raconte des histoires différentes dans la vie et autour de nous, je pense que c'est la seule espoir. Donc voilà, un peu 4 niveaux pour moi d'action, on va dire. Oui, c'est sûr. Et puis c'est vrai que quand on échange avec des femmes qui, des générations antérieures, qui n'ont pas travaillé, qui ont travaillé, qui ont allié l'ensemble de la vie de famille, la vie professionnelle, finalement, qui était plus ou moins aidée, et c'est vrai qu'on se rend compte quand même, je pense, je sais pas quel est ton avis dessus, mais que les choses évoluent quand même dans les couples, dans les sociétés, en tout cas les nôtres, qu'il y a des choses qui se mettent en place quand même. Alors, c'est très compliqué parce que ça dépend beaucoup des couples en eux-mêmes, ça dépend de la vie à deux, la vie avec des enfants, ça change du tout au tout lorsque on s'agrandit aussi et peut-être des milieux sociaux, des cultures et c'est une question qui est hyper intéressante parce qu'elle est complexe en fait. Et aujourd'hui, c'est de se dire que en tant que femme et RH et à plus forte raison quand on a un poste à responsabilité, ce sont des variables à prendre aussi en considération et justement peut-être que le livre dont tu parlais juste avant, que je ne connais pas, tu vois, je vais me renseigner parce que la charge mentale en fait elle compte aussi dans le boulot et au boulot on a cette charge mentale et en fait dans le perso aussi, donc c'est comment on fait pour tout allier et trouver aussi des personnes, des partenaires au bureau comme à la maison pour nous permettre d'être des femmes, d'être des mères et d'être aussi des professionnels à des niveaux de responsabilité intéressants. Oui, tout à fait. Écoute, peut-être que ton livre apportera des informations. Je recommande vivement, ça m'a vraiment ouvert les yeux. Oui, en tout cas, c'est chouette parce que tu donnes pas mal de références et honnêtement, il y en a certaines, j'en connais certaines, mais d'autres pas. Donc, tu vois, ça va me permettre aussi d'ouvrir mes chakras. C'est vrai, mes références sont très anglo-saxonnes aussi, forcément. Et je pense aussi, il y a un petit parti, c'est que souvent, en tout cas dans le féminisme un peu moderne, intersectionnel et tout, ça vient, le débat, il est vraiment aux États-Unis, et un petit peu en Angleterre, mais c'est assez, le débat est assez évolué, je pense, là-bas, donc j'essaie de m'ouvrir à ces idées aussi. Et tu penses qu'en France, on est un petit peu en retard sur ces questions-là? Oups, la question qu'il ne fallait pas poser. Les nouveaux mots qu'on a, et souvent la langage est très importante parce que ça nous permet de mettre des mots sur des concepts comme le mansplaining, comme la charge mentale, et tous ces concepts en fait ils viennent de philosophes et d'écrivains américains aujourd'hui. Mais ce qui est assez intéressant, je trouve, de voir, c'est que
beaucoup du fil de la pensée du féminisme intersectionnel repose aussi sur tout ce qui a été fait en France par tous les philosophes dans le mouvement post-structuraliste, Foucault, qui sont pas très connus en France, mais aux États-Unis, en Angleterre, tout le monde les adore. C'est assez marrant. Donc, finalement, la France a son partie dans l'histoire aussi. C'est ça. Merci pour nous. Alors, on enchaîne. Si on revient rapidement sur cette notion de maternité, de parentalité, parce que c'est vrai qu'on n'a pas utilisé ce mot-là dans notre échange, mais on parle effectivement bien de parentalité quand même. Oui. Est-ce que, selon toi, c'est un sujet qui est porté par les hommes aujourd'hui? Est-ce que la parentalité est portée par les hommes, en tout cas en milieu professionnel? Je pense que c'est là où les entreprises ont un grand rôle à jouer, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui sont très demandeurs de ça, mais aussi qui n'osent pas, parce que c'est aussi assez un peu mal vu parfois. Je sais qu'il y avait un moment où il y avait pas mal d'entreprises en France qui donnaient un mois de congé paternité, même alors que c'était plus que la durée légale. Mais il y avait pas mal d'hommes qui disaient je sais pas si j'ose le prendre, ça va être mal vu. Et je pense que c'est là où les entreprises ont un gros rôle de communication pour déculpabiliser, pour dire, mais même pour célébrer ça, parce qu'il faut, moi quand j'étais recruteuse, les créneaux dans les agendas, après 17-18 heures, pas d'entretien, mais c'est parfait. Je demande jamais non, il faut respecter ça pour tout le monde. Et je pense que c'est surtout là où il faut qu'on s'engage pour que ce soit vraiment possible et facile, surtout pour toutes ces personnes. Effectivement. Quel est ton plus gros défi RH? Ouf. Avec le Covid, on en a eu, hein. Oui. Moi, ça a été assez géré à un niveau personnel, de gérer la charge émotionnelle. Je pense qu'en général, on attend aussi, et ça fait partie du métier, et ça fait partie aussi d'être une femme manageuse, je dirais. D'être assez disponible émotionnellement à peu près tout le temps. Et parfois, j'atteins un peu mes limites en termes de ma bande passante émotionnelle, empathique. Et ça, savoir me ressourcer aussi, et puis pour pouvoir être disponible pour les autres. Ça a été, je pense, le plus grand défi pour moi, et en grandissant aussi, avec l'âge, j'essaie de prendre de plus en plus de recul, mais c'est un travail tous les jours, on va dire. Oui. Petite question, peut-être qui peut fâcher en fonction de la réponse. As-tu une anecdote délicate dont tu souhaiterais nous faire part? Donc une anecdote relative à ta carrière, évidemment. Oui, j'en ai plein, évidemment, mais c'est vrai que c'est une stratégie que j'ai aussi un peu mise en œuvre à gérer un peu émotionnellement, c'est de pas trop y penser. Je sais pas si c'est une stratégie recommandée par des psychologues, mais c'est le bloc. Du coup, j'ai essayé de réfléchir, mais je pense que j'ai tout un peu bloqué de ma tête, donc j'ai pas de bons exemples en mémoire, en tout cas. Ok, très bien. Alors, être une femme RH ambitieuse, est-ce possible? Oui, tout à fait. Et je pense que c'est possible d'être ambitieuse dans nos carrières, ou même dans des projets perso qu'on peut avoir. Je pense que nos limites sont surtout souvent celles qu'on nous met nous-mêmes. Ayant dit ça, c'est vrai que l'ambition, c'est quelque chose qui est souvent mal perçu, corrélé avec le genre, chez le genre féminin, alors que souvent on va dire waouh, c'est trop bien, il est tellement ambitieux. Moi, je sais que j'ai fait des premiers rencarts où je cachais un petit peu cette partie de moi, alors que aujourd'hui, je me suis dit, il faut que j'arrête ça. Je l'assume, je suis ambitieuse, je l'ai dit en podcast. Donc j'espère que ça va continuer à être possible, et surtout, c'est le jour où on a des filles aussi, qu'elles sachent qu'elles peuvent grandir, être ambitieuses pour être qui elles veulent être finalement. Oui, tout à fait.
Tout à fait, c'est plutôt important puisqu'il y a beaucoup de femmes qui nous inspirent quand même dans notre vie et c'est vrai que toutes ces femmes inspirantes ont un parcours et ont dû faire face aussi à leurs propres ambitions pour pouvoir être la personne qu'elles sont devenues, heureusement, et ça il y en a à toutes les époques, donc c'est quand même très... Oui, et je pense que c'est là où ça rejoint un petit peu ce qu'on disait sur les histoires qu'on raconte. Même, par exemple, j'ai regardé un documentaire sur j'ai complètement zappé son nom, mais Marie Curie. Oui. Et que je connaissais de nom, mais pas. Et en vrai, son parcours est incroyable. Donc, je me dis, il faut qu'on continue à se nourrir dans nos vies aussi de ces histoires tout à fait. De femmes qui ont fait tellement de choses. C'est une source pour nous de confiance aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et si on doit parler de la femme DRH qui t'inspire? Oui, j'en ai plein. Toutes mes managers que j'ai eu la chance d'avoir. Joanna Ponté, qui était ma manageuse avant chez Spotify. Aussi ma manageuse qui était aussi chez Spotify, donc qui était une américaine aux États-Unis, qui m'ont toutes les deux appris tellement de choses, techniquement, et puis aussi comment gérer ces choses plus en entreprise. Mais aussi plein de RH qui sont plus des collègues dans d'autres boîtes. Souvent dans le milieu startup, on est souvent en concurrence pour les mêmes talents, mais je suis tellement contente quand je vois, je dis cette startup, ils ont eu tellement une bonne idée, je connais un peu, même juste le nom, les RH, je me dis c'était bien ça. Et c'est trop cool d'avoir cette communauté un peu et de voir ça c'est incroyable. C'est vrai que c'est plutôt fair play de votre part quand même, hein. Enfin, de ta part d'ailleurs. C'est vrai c'est quand même pas toujours le cas. Hein. Oui, quand la French Tech réussit, tout le monde réussit aussi dans la communauté parce que c'est un milieu qui est en train de monter pas mal et je pense avec grand mérite. Hein. Il y a tellement de gens talentueux en France que Alors, pour enchaîner, on va parler de rémunération. Rémunération, on sait que c'est un sujet et j'aimerais cette fois aborder cette question en te demandant si tu as une idée du pourquoi les femmes négocient moins bien leur salaire que les hommes. Oui. Alors, moi, je n'aime pas trop cette idée qui se pose beaucoup. Parce que, encore une fois, on jette la faute sur la femme et on lui dit c'est toi qui n'es pas au niveau. Toi, tu fais pas bien ça. Moi, j'aimerais plutôt prendre la question à l'envers. Il dit pourquoi est-ce qu'il y a quelques hommes, parce que ce n'est loin d'être tous les hommes aussi qui sont bons là-dedans, mais pourquoi est-ce qu'il y a quelques hommes qui négocient aussi bien leur salaire? C'est pas exactement la même stratégie. Je pense que c'est clairement, surtout aux entreprises, d'avoir des politiques de rémunération qui sont claires, transparentes et objectives. Comme ça, on ne se pose pas la question. Mais entre-temps, je pense que c'est important pour tout le monde de s'informer, d'avoir des stratégies qu'on peut utiliser. Il y a plein de ressources sur Internet. Et je pense que c'est très important aussi de comprendre qu'une femme qui négocie un salaire, les stratégies qui vont marcher pour un homme, agressivité, genre take it or leave it, un peu du chantage, quoi. Je pense que chez une femme, ça peut être perçu, encore une fois, par nos idées de genre, les femmes doivent être gentilles, tout ça. Ça peut être mal perçu. D'ailleurs, Sheryl Sandberg, elle parle de ça dans son livre Lean In. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est la CEO de Facebook. Et là, une partie de son livre, elle parle de ça. Et je pense que c'est important d'avoir ça en tête quand on parle de stratégie, de rémunération. Mais c'est pas une réponse très claire, mais je pense qu'il y a un peu de tout là-dedans. Oui, bien sûr. C'est pas non plus une réponse qu'on attend linéaire. Non. Parce que ça soulève tellement de sujets adjacents que finalement, il n'y a pas de réponse toute faite à cette question. Non.
Mais oui, ok, je vois. Je crois que 50 in Tech, ils font des ateliers bientôt, justement sur ce sujet. Donc, si ça intéresse les écouteurs, je recommande. Eh ben parfait, on se tiendra informé. Oui. Ça peut être sympa effectivement, et j'invite évidemment toutes les personnes, surtout en RH, parce que ça nous concerne directement tous ces sujets de rémunération, de se renseigner pour avoir un maximum d'équité. En fonction des personnes qui sont recrutées, effectivement, parce que c'est vrai que les grilles ne sont pas souvent communiquées aussi. Donc voir ce qu'on peut faire nous en tant que RH pour lisser un petit peu cette partie rémunération selon profil et non pas selon le genre, dans l'idéal évidemment. Et je voulais savoir ce que tu penses du fait que dans une fonction ressources humaines qui est aussi fortement féminisée, il y a encore une majorité d'hommes DRH aujourd'hui. Oui, c'est une excellente question. Du coup, on a parlé un petit peu avant de l'effet de glass escalator. Je pense que ce qui est très intéressant de constater avec ça, c'est que l'argument qu'on entend souvent, c'est il n'y a pas assez de bons candidats femmes. Là, c'est juste pas vrai. Oui. Donc, je pense que c'est assez révélateur de notre malaise sociétal plus profonde avec les femmes dans des positions de direction et de pouvoir, finalement. La France n'a toujours pas eu une présidente. C'est vrai. Mais sinon, on a eu Margaret Thatcher. Je ne sais pas si c'est beaucoup mieux, mais... Elle a fait le job pendant un moment. Donc bon, un jour, mais j'espère peut-être pas celle à qui je pense en France. Voilà, non mais et puis je pense qu'il y a peut-être une raison secondaire aussi, c'est que on parle pas trop en France aussi d'autres formes de discrimination qui intersectent avec le sexisme, donc que ce soit le racisme, l'âge, le classisme, l'orientation sexuelle, pour en citer quelques-unes. Et je pense qu'on ne résoudra pas grand-chose sur la voix des femmes en entreprise sans aussi parler de ça, parce que la plupart des femmes se confrontent à une double discrimination, souvent une triple ou plus, et sans qu'on soit vraiment avoir une vision de plus large de diversité, alors que en France on parle quand même souvent du genre. Ça va être un débat un peu limitant finalement, je pense. Il n'y a pas que ça, effectivement. Bien ou pas, d'ailleurs, ça dépend de sous quel angle on prend, mais c'est vrai que la discrimination est multiple et aujourd'hui, donc là, je parle au recrutement, puisque c'est aussi un sujet qui nous concerne, mais la plus grande discrimination au recrutement, c'est l'âge. Oui. Donc en fait, c'est vrai qu'on doit faire face à diverses discriminations. C'est vrai que la diversité, ça porte sur des sujets complètement multiples. Et oui, il faut réussir à en tirer le meilleur à chaque fois. Oui, exactement. Ouais. Et pour finir, dernière question. As-tu un message pour les femmes RH d'aujourd'hui et de demain? Oui, c'est faire des choses qui te font un peu peur, juste un peu. Que ce soit un nouveau cours de sport, que ce soit parler à quelqu'un mignon dans un bar, que ce soit déménager à l'étranger. N'aie pas peur de ne pas réussir. Je pense que c'est surtout cette peur de « Ah, mais je ne vais pas y arriver ». Et en fait, même si tu n'y arrives pas, ta zone de confort va grandir et c'est comme ça que tu te retrouves dans des situations où tu te dis « Ah, mais en fait, aujourd'hui, je fais ça alors qu'il y a 5 ans, j'aurais jamais osé, quoi. » Donc, c'est vraiment un travail quotidien. Fais des choses qui vous font un peu « Ah !» mais ça va être cool. Super, merci beaucoup Grace. Merci beaucoup de votre accueil, ça a été vraiment un grand plaisir. C'était un plaisir vraiment partagé et à très bientôt pour un nouvel épisode.